Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour nous dire d'où vous venez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ainsi, YouTube continuera à vous proposer des histoires comme celle-ci. Maintenant, commençons. Nora et moi avions quitté Denver un mercredi après-midi de novembre 2022, direction Albuquerque, où vivait sa sœur avec son mari et leurs 2 enfants. Nous étions mariés depuis 6 ans, et ce voyage de Thanksgiving était devenu une tradition pour nous, une échappatoire à notre routine avant le chaos de décembre. Je venais tout juste de terminer ma journée au entrepôt où je travaillais depuis la fin de mes études en 2014. Nora m'avait récupéré directement à la sortie pour prendre la route sans perdre une minute. Elle était l'organisatrice entre nous deux, celle qui planifiait les pauses, calculait les heures d'arrivée à la minute près, et avait tout un système pour ses trajets. Un glacière rempli de sandwichs et de fruits, un thermos de café noir, une playlist de podcasts sur des affaires criminelles prête sur son téléphone. Ce jour-là, elle portait mon vieux sweatshirt de fac et avait attaché ses cheveux en un chignon désordonné. Je me souviens avoir pensé à quel point j'avais de la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui me faisait encore sourire après toutes ces années. Elle m'embrassa sur la joue en me disant que nous serions chez sa sœur avant l'aube. Nous avons traversé le Nouveau-Mexique vers 21h. Le paysage devenait de plus en plus sombre et désertique à chaque kilomètre au sud de Raton. L'autoroute traversait des collines et des vallées qui semblaient avaler la lumière. Par moments, la seule chose visible était la ligne blanche au bord de la route et la lueur lointaine des lumières des ranchs. Nora s'était endormie vers 22h, sa tête penchée contre la vitre, mon manteau roulé sous sa joue. J'avais laissé la radio allumée, une station locale diffusant de vieilles chansons country entrecoupées de parasites chaque fois que nous traversions une zone sans réseau. La température extérieure avait chuté à quelques degrés au-dessus de zéro, et je sentais le froid s'infiltrer par les interstices de l'isolation de la voiture. Nous roulions dans un Subaru Outback qui avait appartenu à mon père avant sa mort, et bien qu'il ait près de 320 000 km au compteur, il roulait encore comme un rêve. Vers 23h30, quelque part sur une portion isolée de l'I 25 entre Raton et Las Vegas, Nouveau-Mexique, j'ai remarqué une paire de phares dans mon rétroviseur qui approchait rapidement. Un pick-up sombre nous a doublés, et le conducteur a commencé à klaxonner frénétiquement tout en gesticulant vers l'arrière de notre voiture. J'ai ralenti et baissé ma vitre, plissant les yeux contre le vent glacé qui s'engouffrait dans l'habitacle. L'homme dans le pick-up criait quelque chose que je ne comprenais pas, mais il continuait à pointer notre pneu arrière en faisant un geste de coupure avec sa main. Nora s'est réveillée à côté de moi, clignant des yeux, confuse, essayant de comprendre ce qui se passait. Je lui ai dit que quelqu'un nous faisait signe de nous arrêter, que cela ressemblait à un pneu crevé ou quelque chose qui traînait sous la voiture. Elle s'est frotté les yeux et s'est penchée pour regarder par le pare-brise le pick-up qui nous avait maintenant dépassés. Le conducteur avait allumé ses warnings et ralentissait pour s'arrêter sur le bas-côté, à une 50aine de mètres devant nous. J'ai hésité une seconde. Quelque chose en moi me disait de continuer, mais la logique a pris le dessus. Si nous avions vraiment un pneu crevé, continuer à rouler risquait de détruire la jante et de nous laisser bloquer dans un endroit encore plus isolé. Je me suis garé derrière le pick-up, nos phares éclairant l'arrière d'un Dodge Ram couvert de boue avec des plaques du Nouveau-Mexique. L'homme est sorti et s'est dirigé vers nous. Je pouvais maintenant voir qu'il était grand, peut-être un M90, vêtu d'une veste en jean et d'une casquette de baseball tirée bas sur son visage. J'ai dit à Nora de rester dans la voiture et de garder les portes verrouillées pendant que je vérifiais. Elle a hoché la tête, encore à moitié endormie, et je suis sorti dans la nuit glaciale, mon téléphone allumé comme une lampe torche. L'homme m'a rejoint à mi-chemin entre nos véhicules. De près, je pouvais voir qu'il avait la quarantaine, avec un cou épais et des mains qui semblaient avoir travaillé dur pendant des décennies. Il avait un sourire assez amical, le genre qui plissait les coins de ses yeux, et il m'a dit qu'il roulait derrière nous depuis quelques kilomètres et avait remarqué des étincelles provenant de notre pneu arrière gauche. Je l'ai remercié et suis allé vérifier, m'accroupissant pour mieux voir. Le pneu semblait en parfait état, bien gonflé, sans dommages visibles, ni enjoliveur desserré qui aurait pu provoquer des étincelles. Je me suis relevé et me suis tourné pour lui dire que tout semblait normal. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il s'était rapproché, bien plus que précédemment. Il se tenait maintenant à moins d'1 mètre, son sourire disparu, remplacé par une expression que je ne peux toujours pas décrire correctement. C'était vide, complètement inexpressif, comme un masque que quelqu'un aurait oublié de doter de traits. Je lui ai demandé s'il avait vu quel pneu posait problème, essayant de garder ma voix stable, et il a simplement incliné légèrement la tête sur le côté sans répondre.
Les secondes suivantes se sont déroulées si vite que ma mémoire les a fragmentées, comme des photographies mélangées. Je me souviens m'être tourné vers notre voiture, voulant mettre de la distance entre cet homme et moi, dont l'attitude était devenue prédatrice. Je me souviens avoir vu le visage de Nora à travers le pare-brise, ses yeux écarquillés d'alarme alors qu'elle observait la scène. Puis j'ai senti une main me saisir l'épaule par derrière, des doigts épais s'enfonçant dans mon muscle assez fort pour laisser des ecchymoses qui dureraient une semaine. Je me suis retourné et ai vu quelque chose de métallique briller dans la faible lueur des phares. Une lame d'environ 15 cm qu'il avait sortie de quelque part dans sa veste. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement balancé son bras dans un arc horizontal visant ma gorge. La seule raison pour laquelle il m'a manqué, c'est que j'ai trébuché en reculant et suis tombé sur mes propres pieds. J'ai heurté le gravier violemment, le choc me coupant le souffle, et j'ai entendu Nora crier depuis l'intérieur de la voiture. L'homme m'a enjambé comme si je n'étais qu'un obstacle, ses bottes écrasant le sol gelé tandis qu'il marchait calmement vers la portière côté conducteur où Nora s'affairait avec son téléphone. Je me suis relevé en hurlant qu'elle devait fuir, sortir de l'autre côté et courir dans l'obscurité où il ne pourrait pas la suivre. Mais elle paniquait, ses doigts ne répondant pas alors qu'elle essayait de déverrouiller son téléphone et d'appeler à l'aide. L'homme a atteint la voiture et a frappé la vitre si fort que j'ai cru qu'elle allait se briser. Nora a hurlé à nouveau et s'est finalement jetée à travers la console centrale vers la portière passager, mais elle s'est emmêlée dans la ceinture de sécurité qu'elle avait oublié de détacher. Je me suis précipité vers lui, sans réfléchir, agissant uniquement sous l'effet de l'adrénaline et de la terreur. Je l'ai plaqué par la taille et nous sommes tombés tous les deux sur le bitume, le couteau glissant de sa main et disparaissant sous notre voiture. Il était bien plus fort que moi. En quelques secondes, il avait inversé nos positions et m'avait cloué au sol, un genou sur ma poitrine. Son visage était à quelques centimètres du mien, et je pouvais sentir l'odeur de cigarette et quelque chose d'aigre dans son haleine alors qu'il enroulait ses deux mains autour de ma gorge. Le monde a commencé à s'assombrir sur les bords, les sons devenant étouffés et lointains, et la dernière chose que j'ai vue avant que ma vision ne se rétrécisse a été Nora jaillissant enfin de la portière passager et courant vers l'autoroute déserte. Puis, son poids s'est soudainement soulevé de moi, et j'ai entendu ses pas s'éloigner dans la direction où elle avait couru. Je suis resté là, haletant, ma gorge en feu et ma vision revenant lentement. Chaque inspiration me donnait l'impression d'avaler du verre brisé. Quand j'ai essayé d'appeler Nora, seul un murmure rauque est sorti. Je me suis forcé à me mettre à quatre pattes, puis me suis relevé en chancelant, m'appuyant sur le côté de notre voiture. L'autoroute s'étendait dans les deux directions, vide et silencieuse, à l'exception du vent hurlant à travers la plaine ouverte. Je ne voyais ni Nora ni l'homme. L'obscurité au-delà de nos phares était absolue. Un mur de noir qui aurait pu cacher n'importe quoi. J'ai avancé en trébuchant, suivant la direction où je l'avais vu courir. Mes jambes répondaient à peine alors que l'adrénaline commençait à s'estomper et que la douleur s'installait. J'ai appelé son nom encore et encore, ma voix devenant plus forte à chaque tentative, mais la seule réponse était le vent. À environ 200 mètres de la voiture, j'ai trouvé sa chaussure, une basket blanche qu'elle portait depuis notre départ de Denver, couchée sur le côté au milieu de la route. Je l'ai ramassée et continué à marcher, à appeler, à prier un Dieu que je n'avais pas adressé depuis des années. Je l'ai trouvée peut-être 50 mètres plus loin, juste à côté de l'accotement où le gravier cédait la place à des buissons et de la terre gelée. Elle était allongée sur le dos, complètement immobile, les yeux grands ouverts et fixant les étoiles. L'avant de son sweatshirt, mon vieux sweatshirt de fac, était sombre et humide d'une manière que j'ai immédiatement comprise mais refusé d'accepter. Je me suis agenouillé à côté d'elle et ai saisi sa main, qui était encore chaude, qui avait encore l'impression d'être elle, mais il n'y avait plus de pouce sous mes doigts. J'ai continué à dire son nom, à lui demander de se réveiller, à lui promettre que les secours arrivaient et que tout irait bien. Mais elle n'a pas cligné des yeux. Elle ne respirait pas. La blessure sur sa gorge était profonde, presque chirurgicale dans sa précision, et le sang avait déjà cessé de couler parce qu'il n'en restait plus. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, à genoux, tenant sa main dans le noir glacé. Cela aurait pu être 5 minutes ou 1 heure. Le temps avait cessé d'avoir un sens. À un moment donné, j'ai pris conscience de phares approchant du nord, un camion semi-remorque qui a ralenti en passant devant notre voiture abandonnée, puis s'est arrêté sur l'accotement quand le conducteur m'a vu agenouillé dans les buissons. C'était un homme d'une 60aine d'années nommé Hank, et il a appelé le 911 tout en enroulant sa propre veste autour de mes épaules parce que je tremblais si violemment que je pouvais à peine parler. La police est arrivée en premier. 2 policiers d'État dans des véhicules séparés, leurs gyrophares peignant le désert en éclairs alternés de rouge et de bleu.
Puis est venue l'ambulance, puis plus de policiers, puis un détective dans une voiture banalisée qui s'est présenté comme le sergent Philip Reeves. Je leur ai tout raconté, ma voix creuse et mécanique alors que je décrivais le pick-up, l'homme, le faux avertissement concernant notre pneu. Ils ont pris des photos des ecchymoses sur ma gorge, des éraflures sur mes paumes dues au gravier, de la chaussure que je serrais encore dans mes mains comme une sorte de talisman. Quelqu'un a drapé une couverture thermique sur moi et m'a guidé vers l'arrière d'une ambulance où un paramédical a vérifié mes constantes et m'a éclairé les yeux avec une lampe. De là, j'ai regardé alors qu'ils installaient un périmètre autour du corps de Nora et photographié la scène sous tous les angles. Puis, ils l'ont finalement recouverte d'un drap blanc qui semblait briller contre le sol sombre. J'ai continué à m'attendre à me réveiller, à attendre que le cauchemar prenne fin et que je me retrouve de nouveau dans notre appartement avec Nora à côté de moi, se plaignant que j'avais encore volé toutes les couvertures. Mais le froid était trop réel, la douleur dans ma gorge trop aiguë, l'image de ses yeux vides trop profondément gravée dans ma mémoire. L'enquête a avancé plus vite que je ne l'aurais cru, bien que les jours et les semaines qui ont suivi ne soient qu'un flou de commissariat, d'arrangements funéraires et d'appels téléphoniques dont je ne me souviens pas. Le pick-up a été retrouvé abandonné 2 jours plus tard dans une aire de repos près de Santa Fe, nettoyé de toute empreinte digitale, mais pas assez pour effacer tout. Les techniciens de la police scientifique ont prélevé de l'ADN sur un mégot de cigarette dans le cendrier et une empreinte partielle sur le rétroviseur que le tueur avait manqué. Ils ont fait correspondre les deux à un homme nommé Boyd Driscoll, âgé de 44 ans, avec un casier judiciaire pour agression dans 3 États différents et un mandat du Texas pour une attaque similaire sur un couple près d'Amarillo 2 ans plus tôt. Ce couple avait à peine survécu parce qu'un autre conducteur s'était arrêté avant que Driscoll ne puisse terminer ce qu'il avait commencé. Le FBI s'est joint à l'enquête lorsqu'ils l'ont lié à au moins 2 autres attaques sur les routes du Sud-Ouest. Un schéma de violence ciblant les voyageurs sur des portions isolées de route tard dans la nuit. Ils l'ont trouvé 17 jours après la mort de Nora, caché dans un parc de mobile homes à l'extérieur de Flagstaff, en Arizona, vivant sous un faux nom et travaillant au noir dans un ranch voisin. Il n'a pas résisté lorsqu'ils sont venus l'arrêter. Selon les agents qui ont procédé à l'arrestation, il a souri lorsqu'ils lui ont lu ses droits, comme si tout cela n'était qu'un jeu dont il s'était finalement lassé. Le procès a eu lieu à Albuquerque le printemps suivant, et j'ai assisté à chaque audience pendant 3 semaines consécutives. La sœur de Nora était assise à côté de moi, sa main serrant la mienne si fort qu'elle y a laissé des marques, et ensemble nous avons écouté les procureurs exposer les preuves pièce par pièce, l'ADN, les empreintes digitales, le témoignage du couple du Texas qui a identifié Driscoll comme l'homme qui les avait attaqués sur une route isolée à l'extérieur d'Amarillo. J'ai dû témoigner aussi. J'ai dû m'asseoir à la barre et décrire chaque détail de la pire nuit de ma vie tandis que Driscoll me regardait depuis la table de la défense avec cette même expression vide dont je me souvenais de la route. Son avocat a essayé de soutenir que les preuves étaient circonstancielles, que quelqu'un d'autre aurait pu conduire ce pick-up, mais le jury a vu clair dans son jeu. Ils ont délibéré moins de 4 heures avant de revenir avec un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation, y compris le meurtre au premier degré. Le juge l'a condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et quand ils l'ont emmené hors de la salle d'audience menottée, il s'est tourné et m'a regardé directement. Il n'a rien dit, n'a pas souri, s'est simplement contenté de me fixer longuement avant que les huissiers ne le poussent vers la porte. J'ai revu ce regard dans mes rêves plus de fois que je ne peux le compter. Cela fait presque 2 ans maintenant, et je ne peux toujours pas conduire la nuit sans sentir ma poitrine se serrer et ma respiration devenir superficielle. J'ai vendu le Subaru, vendu notre appartement, et je me suis installé dans une petite ville du Vermont où Nora et moi avions toujours parlé de prendre notre retraite un jour. Sa sœur me rend visite tous les quelques jours, m'envoie des photos de ses enfants qui grandissent si vite, me rappelle que Nora voudrait que je continue à vivre même quand la vie semble impossible. Je vais en thérapie 2 fois par semaine et prends des médicaments qui m'aident à dormir sans rêver. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Certains jours, je peux presque me convaincre que je guéris, que le poids sur ma poitrine devient plus léger, qu'un jour je pourrai me souvenir de Nora sans la voir allongée dans cette terre gelée, les yeux pleins d'étoiles. Mais ensuite, j'entends un klaxon retentir de manière inattendue, ou je vois un pick-up sombre sur un parking, ou je remarque quelqu'un marchant un peu trop près derrière moi, et tout me revient en mémoire comme si c'était hier. Je partage cette histoire parce que j'ai besoin que les gens comprennent que ces choses arrivent à des personnes réelles, lors de nuits ordinaires, alors qu'elles essaient simplement d'aller d'un endroit à un autre. Si quelqu'un vous fait signe de vous arrêter sur une route déserte, ne vous arrêtez pas, continuez à rouler. Appelez le 911 et laissez-les vérifier. Car les 5 minutes que vous gagnerez en étant un bon samaritain pourraient vous coûter tout ce que vous avez jamais aimé.
Carla dormait depuis 1 heure quand tout a basculé. Nous roulions de Portland à Sacramento pour le mariage de sa cousine, un long trajet que nous avions décidé de faire d'une traite pour économiser sur un motel. Nous avions obtenu notre diplôme ensemble à l'Université d'État de l'Oregon en 2015, nous étions mariés 2 ans plus tard, et entre ses quarts de travail d'infirmière et mon emploi d'électricien, nous trouvions rarement le temps pour des road trips. Ce jeudi matin, nous étions partis avant l'aube, avions chargé le Subaru Outback de snacks et de bagages, et avions regardé le Pacifique Nord-Ouest se fondre dans les collines dorées de Californie. Septembre avait apporté ce genre de temps parfait où le soleil réchauffe tout sans vous faire transpirer. Et je conduisais avec la vitre légèrement entr'ouverte, écoutant un podcast sur des affaires criminelles tandis que Carla somnolait, la tête contre la vitre. Nous avions tout planifié jusqu'aux aires de repos, câbles de recharge et une glacière pleine de sandwichs. Pendant les 6 premières heures, le voyage s'était presque déroulé paisiblement, comme de petites vacances avant le chaos des festivités du mariage. Nous étions quelque part après Redding, profondément dans ce corridor désolé où les stations-service se font rares, et le paysage se transforme en broussailles sèches et en collines brunes, quand j'ai remarqué l'homme sur le bas-côté. Un pick-up argenté était garé, le capot ouvert, et à côté se tenait une silhouette agitant lentement les bras, presque avec lassitude, comme quelqu'un qui s'y était employé depuis un moment. J'ai levé le pied de l'accélérateur et Carla s'est réveillée, plissant les yeux à travers le pare-brise vers la scène devant nous. Il avait l'air ordinaire, vêtu d'un jean, d'une chemise à carreaux aux manches retroussées, d'une casquette de baseball délavée tirée bas sur une barbe grisonnante, peut-être la quarantaine, avec ce genre de visage buriné que l'on voit chez les hommes qui travaillent en plein air. Son pick-up avait des plaques de Californie et un sac de sport était posé à ses pieds. Carla m'a jeté un regard interrogateur, cette conversation silencieuse que les couples mariés ont, et je me suis garé une 50aine de mètres plus loin. Plein jour, réseau sur mon téléphone, et le gars semblait vraiment en difficulté. Quand j'ai baissé ma vitre, il s'est approché avec une expression soulagée et a expliqué que sa pompe à carburant avait lâché, le laissant bloqué depuis près de 2 heures sans que personne ne s'arrête pour l'aider. Il s'appelait Greg, ou du moins c'est ce qu'il nous a dit. Il a déclaré qu'il se rendait à Stockton pour rendre visite à sa fille, qu'il conduisait depuis le matin, et que le pick-up était simplement tombé en panne sans avertissement. Sa façon de parler semblait calme, presque polie, avec un léger accent du sud qui le rendait sympathique. Il nous a demandé si nous pouvions le déposer dans la ville suivante avec un mécanicien, à environ 20 ou 30 km de là. Carla m'a regardé, et j'ai pu voir qu'elle faisait mentalement le calcul. Plein jour, autoroute publique, 2 contre 1. J'ai dit à Greg de prendre son sac et de monter à l'arrière. Il nous a remerciés à plusieurs reprises, presque trop, et s'est installé derrière Carla avec son sac de sport sur les genoux. Alors que je reprenais l'autoroute, j'ai aperçu son reflet dans le rétroviseur, ajustant sa casquette et regardant par la vitre. Rien d'alarme, rien d'étrange, juste un gars qui avait eu de la malchance avec sa voiture, ou du moins c'est ce que je me suis convaincu sur le moment. Les 15 premières minutes se sont déroulées sans incident. Greg a fait des commentaires sur la météo, a demandé où nous allions et a mentionné qu'il avait travaillé dans la construction avant que son dos ne lâche. Carla, toujours la plus amicale, l'a interrogé sur sa fille, et il a répondu avec des détails vagues qui semblaient normaux sur le moment. Elle étudiait quelque chose en lien avec l'informatique, vivait avec son petit ami dans un appartement près du centre-ville. Il parlait lentement, délibérément, et j'ai remarqué qu'il jetait souvent des regards vers mon téléphone fixé sur le tableau de bord, observant la carte GPS qui traçait notre itinéraire vers le sud. À un moment donné, il a demandé à quelle distance nous étions de la prochaine sortie. Et quand j'ai répondu environ 20 km, il a hoché la tête et s'est tu. Carla m'a jeté un regard en coin, le genre qui disait qu'elle aussi faisait attention. Le silence dans la voiture est devenu plus lourd, et j'ai senti mes mains se crisper sur le volant plus que nécessaire. Bien que je ne puisse pas identifier exactement pourquoi les choses ont changé lorsque nous nous sommes approchés de la sortie pour une petite ville appelée Cottonwood. J'ai mis le clignotant pour prendre la bretelle, pensant que ce serait un bon endroit pour déposer Greg et le laisser trouver un mécanicien ou appeler un dépanneur. Mais avant que je ne puisse m'engager dans la voie de sortie, sa voix est venue de la banquette arrière, plus tranchante qu'avant. « Continuez tout droit », a-t-il dit. « Cette ville n'est pas bonne. Rien n'est ouvert le jeudi. » J'ai jeté un regard à Carla, qui s'était légèrement tournée sur son siège pour le regarder. J'ai dit à Greg que c'était la sortie qu'il avait demandée, la prochaine ville avec des services, mais il a secoué la tête et insisté pour que nous continuions jusqu'à la suivante. Quelque chose à propos d'un ami qui travaillait dans un garage là-bas, quelqu'un qui lui ferait un prix. Son ton avait changé,
l'accent amical remplacé par quelque chose de plus plat, plus insistant. J'ai manqué la sortie, me réinsérant dans le flux de la circulation, et j'ai regardé dans le rétroviseur Greg se réinstaller sur son siège, les mains posées sur le sac de sport. Carla a tendu la main et m'a serré le genou, un message silencieux que j'ai parfaitement compris. Les 20 minutes suivantes ont semblé durer des heures. Greg a commencé à donner des directions sans qu'on les lui demande, me disant dans quelle voie rester, pointant les panneaux à venir comme si je ne pouvais pas les lire moi-même. Quand j'ai mentionné que le GPS montrait une aire de repos devant avec des stations-service et de la nourriture, il l'a immédiatement écarté, disant que ces endroits étaient des pièges à touristes surévalués, et que nous devions continuer. Sa voix portait maintenant une pointe, pas tout à fait menaçante, mais ferme d'une manière qui ne laissait aucune place à la discussion. Carla a essayé d'apaiser la tension en lui offrant une bouteille d'eau de notre glacière, mais il a décliné sans la regarder, les yeux fixés sur la route devant nous. J'ai remarqué que sa main droite avait glissé à l'intérieur du sac de sport, reposant là de manière décontractée, et mon esprit a commencé à s'emballer à travers des possibilités que je ne voulais pas envisager. Nous étions au milieu de nulle part, à des kilomètres de toute ville avec un étranger sur notre banquette arrière qui ne semblait plus intéressé à être déposé quelque part. J'ai décidé de le tester. J'ai annoncé que nous avions besoin d'essence, que le réservoir était bas, et que je devais m'arrêter à la prochaine station, qu'importe son opinion sur les pièges à touristes. Greg s'est penché entre les sièges, assez près pour que je puisse sentir l'odeur de cigarette sur ses vêtements, et a regardé la jauge de carburant sur le tableau de bord. « Vous en avez assez pour faire encore 60 km, a-t-il dit, sa voix basse et stable. « Faites-moi confiance, il y a un meilleur endroit plus loin. Des toilettes plus propres, de l'essence moins chère. Vous me remercierez. » La façon dont il l'a dit n'était pas une suggestion. Carla s'était raidie sur son siège, sa main toujours sur mon genou mais serrant plus fort maintenant. J'ai continué à conduire, mon esprit passant en revue des options qui semblaient toutes mal se terminer. Si je m'arrêtais et exigeais qu'il sorte, que ferait-il? Qui avait-il dans ce sac? L'autoroute s'étendait devant nous, vide et sans fin. Aucune autre voiture en vue, juste des collines brunées de l'herbe morte sous un ciel qui semblait soudain trop grand et trop indifférent. J'ai pensé à mon téléphone, à appeler le 911, mais Greg était juste là, observant tout, et je ne pouvais pas risquer de le faire se sentir acculé. Il a commencé à parler de sa vie sans qu'on le lui demande, d'une manière qui semblait être un avertissement déguisé en conversation. Il a mentionné avoir fait de la prison, comme s'il parlait de la météo. Il a dit avoir commis des erreurs quand il était plus jeune. S'être mêlé aux mauvaises personnes. Avoir passé quelques années dans un établissement au nord. Les gens vous jugent pour votre passé, a-t-il dit, fixant l'arrière de la tête de Carla. Ils voient un casier et pensent savoir qui vous êtes. Mais parfois, un homme a juste besoin d'une pause. Vous savez, parfois il a juste besoin que les gens l'aident à arriver où il va sans poser trop de questions. Carla a hoché la tête lentement, sans se retourner, et j'ai pu voir sa poitrine se soulever et s'abaisser plus vite que la normale. J'ai marmonné quelque chose d'approbateur, jouant le jeu, gagnant du temps. Greg a souri à cela, un bref éclair de dents dans le rétroviseur, et a tapoté le sac de sport sur ses genoux comme s'il s'agissait d'un animal de compagnie. Vous deux, vous semblez être des gens bien, a-t-il continué. Des gens intelligents, du genre qui comprennent que certaines situations sont mieux gérées discrètement. J'ai senti la sueur se former sur mes paumes malgré la climatisation qui soufflait de l'air froid. Et j'ai réalisé avec une clarté horrible que nous étions complètement à sa merci. Nous avions roulé depuis un autre quart d'heure quand j'ai repéré quelque chose devant qui a tout changé. Des lumières rouges et bleues clignotaient au loin. Un groupe de voitures de patrouille garées sur le bas-côté avec des officiers debout à l'extérieur, installant ce qui semblait être un barrage. Mon cœur a fait un bond et j'ai vu Carla se redresser, l'espoir traversant son visage pour la première fois depuis 1 heure. Mais Greg l'a vu aussi. Il a juré entre ses dents et s'est penché à nouveau vers l'avant, sa main maintenant complètement à l'intérieur du sac de sport, serrant quelque chose que je ne pouvais pas voir. Prenez la prochaine sortie, a-t-il sifflé, sa voix complètement différente maintenant, toute prétention d'amabilité disparue. Faites-le maintenant avant que nous ne nous approchions davantage. J'ai regardé le GPS et j'ai vu une sortie approcher dans un demi-mille. Une route rurale qui menait à des terres agricoles vides sans ville indiquée à des kilomètres à la ronde. Mes mains tremblaient sur le volant alors que je pesais mes choix. Si je prenais la sortie, nous serions seuls avec lui sur une route déserte sans témoin. Si je continuais à rouler vers le barrage, je n'avais aucune idée de ce qu'il ferait, de ce qu'il sortirait de ce sac dans un moment de désespoir.
Carla a pris la décision pour moi. Elle a pointé le tableau de bord et a dit assez fort pour que Greg l'entende que la température du moteur montait en flèche et que nous devions nous arrêter immédiatement sous peine de faire exploser le radiateur. C'était un mensonge. La jauge était normale, mais elle l'a vendu avec une panique convaincante dans sa voix. J'ai immédiatement compris ce qu'elle faisait. J'ai allumé les warnings et commencé à ralentir, me dirigeant vers le bas-côté à environ 400 mètres avant le barrage. Assez près pour que les officiers puissent nous voir, mais assez loin pour que Greg puisse penser avoir une chance de s'enfuir. « Qu'est-ce que vous faites » a-t-il demandé, sa voix montant. Je lui ai dit que la voiture surchauffait, que je n'avais pas le choix, que nous serions bloqués sur l'autoroute si je ne m'arrêtais pas. Il a regardé les lumières de la police devant nous, puis les champs ouverts à côté de nous, calculant ses options. Pendant un long et terrible moment, j'ai cru qu'il allait faire quelque chose de violent. Je pouvais le sentir dans l'air, cette électricité avant qu'un orage n'éclate. Carla était pressée contre sa portière, prête à sauter dehors dès que la voiture s'arrêterait. Et j'avais déjà décidé que je me jetterais sur lui s'il faisait un geste vers elle. La voiture s'est arrêtée sur l'accotement de gravier, et pendant 3 secondes, personne n'a bougé. Greg a fixé les lumières de la police, puis nous, puis le champ ouvert s'étendant vers une ligne d'arbres à peut-être 200 mètres de là. J'ai gardé mes mains visibles sur le volant, essayant de paraître le moins menaçant possible, ne lui donnant aucune raison d'escalader. « Restez dans la voiture » a-t-il dit doucement, presque pour lui-même. Puis il a attrapé son sac de sport et a ouvert la portière arrière. Il n'a pas couru au début. Il a marché rapidement mais délibérément, s'éloignant de l'autoroute vers les arbres sans se retourner. Carla m'a attrapé le bras et nous sommes restés figés, le regardant partir. Aucun de nous deux ne voulait bouger avant qu'il ne soit assez loin. Quand il a atteint le bord du champ, à peut-être 50 mètres, il s'est enfin mis à trotter et a disparu dans les broussailles. J'ai expiré, ce qui m'a semblé être la première fois depuis 1 heure. Carla tremblait à côté de moi, son visage pâle, et je l'ai attirée dans une étreinte maladroite à travers la console centrale. Nous sommes restés là 1 minute, juste à respirer, juste à être vivants et ensemble et en sécurité. Un des officiers du barrage s'est approché de notre voiture quelques minutes plus tard. Une grande femme au calme déconcertant qui nous a demandé si nous avions des problèmes de voiture. Je lui ai dit la vérité, que nous avions pris un autostoppeur qui était devenu menaçant et venait de s'enfuir dans le champ. Son expression a immédiatement changé et elle a appelé ses collègues par radio tout en nous demandant une description. Nous lui avons dit tout ce dont nous nous souvenions, la chemise à carreaux, la casquette de baseball, le sac de sport, le pick-up argenté avec des plaques de Californie abandonnées près de Redding. Elle a écouté attentivement, prenant des notes, puis nous a dit quelque chose qui m'a glacé jusqu'aux os. Il recherchait quelqu'un correspondant à cette description en lien avec un vol à main armée dans 2 comtés au nord, un braquage de station-service où le caissier avait été gravement battu. L'homme avait détourné un camion pour s'échapper et avait été vu pour la dernière fois se dirigeant vers le sud sur cette même autoroute. Nous avions roulé pendant plus d'1 heure avec quelqu'un capable de vraie violence assis à 3 pieds derrière ma femme. L'officier a pris nos coordonnées et nous a dit que nous pourrions être appelés comme témoins. Puis elle nous a laissé continuer notre route. Carla et moi n'avons pas parlé pendant les 80 km suivants. Nous nous sommes simplement tenus la main à travers la console, la radio éteinte. Le seul son était le bourdonnement du moteur nous emportant vers Sacramento et loin du pire jour de notre vie. Cory jurait qu'il pouvait conduire à travers n'importe quoi, et nous étions tous assez naïfs pour le croire. Mars 2023, vacances de printemps, et notre petit groupe était sur la route depuis presque 9 heures. Moi à l'avant, Cory au volant du vieux suburban de son père, sa petite amie Megan au milieu, et Dante et Leia entassés à l'arrière avec tous nos sacs. Nous avions obtenu notre diplôme ensemble l'année précédente, promotion 2022, et ce voyage à Austin était censé être notre grand adieu avant que la vie d'adulte ne nous sépare. Le plan semblait brillant sur le moment, conduire toute la nuit, sauter l'hôtel, et économiser $100. Le temps avait commencé à se gâter quelque part après la frontière entre le Texas et l'Oklahoma. Mais Cory avait simplement augmenté le volume de la radio et Dante avait ouvert une bouteille de whisky qu'il avait chapardée dans l'armoire de son grand frère. J'ai bu une gorgée quand elle est passée entre mes mains, sentant la brûlure descendre dans ma gorge, et j'ai ri de quelque chose de stupide. Leia a dit, nous étions jeunes. Nous étions ensemble. Et la tempête dehors semblait n'être qu'un bruit de fond pour notre petite aventure. La pluie s'est intensifiée vers minuit. J'étais assis sur le siège passager avant, regardant les essuie-glaces lutter pour suivre le rythme.
La route sur laquelle nous étions, une route d'État dont je ne me souviens même plus du numéro, était plongée dans le noir, à l'exception de nos phares. Pas de réverbère, pas d'autres voitures, juste une obscurité sans fin de chaque côté. Cory conduisait depuis presque 5 heures à ce moment-là, et j'ai remarqué que ses yeux commençaient à s'alourdir. Il se frottait sans cesse le visage et baissait la vitre pour laisser l'air froid le frapper. Megan a suggéré que nous nous arrêtions quelque part pour nous reposer quelques heures, mais Cory l'a ignoré. Il a dit que nous n'étions plus qu'à 3 heures de route. Que s'arrêter maintenant serait stupide alors que nous étions si proches. Dante a ri depuis l'arrière et a fait une blague sur le fait que Cory était un poids-plume. Et c'est à ce moment-là que Cory a attrapé la bouteille de whisky et en a bu une longue gorgée, juste pour prouver un point. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû saisir le volant ou exiger que nous nous arrêtions. Mais je suis simplement resté là, regardant la pluie tambouriner contre la vitre, me disant que tout irait bien. Vers 1 heure du matin, Leia s'est endormie contre la vitre à l'arrière. Megan s'était aussi assoupie, sa tête reposant sur une veste en boule. Dante faisait défiler son téléphone, la lumière bleue donnant à son visage une apparence fantomatique dans l'obscurité. Je me souviens avoir senti mes propres paupières s'alourdir, cette attraction dangereuse du sommeil quand on est éveillé depuis trop longtemps. Le chauffage soufflait à fond, la voiture était chaude, et le son de la pluie s'était transformé en un bruit blanc constant qui donnait à toute une impression de rêve. Je me suis pincé le bras quelques fois pour rester éveillé. J'ai continué à vérifier Cory. Il clignait trop des yeux, ce battement rapide que font les gens quand ils luttent pour rester conscients. Je lui ai demandé s'il voulait que je prenne le relais, lui ai dit que je pouvais conduire le reste du chemin. Il a secoué la tête, a dit qu'il allait bien, qu'on était presque arrivé. Le GPS indiquait 2h40 restantes. Je me souviens exactement de ce chiffre parce que je l'ai fixé en me demandant si nous allions vraiment y arriver. Le virage est apparu de nulle part. Une seconde, nous étions sur une portion droite de l'autoroute, et la suivante, la route tournait brusquement vers la gauche. Il y avait un panneau d'avertissement jaune, je pense, mais la pluie tombait si fort que Cory ne l'a pas vu avant que nous ne soyons dessus. Il a tiré brusquement sur le volant, a surcorrigé, et soudain, le Suburban a commencé à glisser latéralement sur l'asphalte mouillé. J'ai entendu Megan crier derrière moi. Un son perçant qui a tout coupé. Les pneus ont fait un bruit horrible en crissant alors que Cory essayait de reprendre le contrôle, pompant les freins de la manière qu'il ne faut pas faire sur une route glissante. Le temps s'est étiré de cette façon étrange qu'il a pendant une crise. Je pouvais voir chaque goutte de pluie gelée dans les phares. Je pouvais sentir mon corps pressé contre la ceinture de sécurité alors que nous tournions. Puis nous avons heurté le garde-fou sur le côté droit de la route et l'impact m'a projeté vers l'avant si fort que j'ai cru que ma poitrine allait s'effondrer. La voiture ne s'est pas arrêtée au garde-fou. Nous l'avons traversé ou passé par-dessus, je ne sais toujours pas. Tout ce dont je me souviens, c'est la sensation de chute, cette nausée dans mon estomac alors que le Suburban quittait complètement la route. Nous avons fait au moins 2 tonneaux, peut-être 3. Du verre s'est brisé partout. J'ai entendu Dante crier quelque chose. J'ai entendu le métal se froisser et se tordre autour de nous. Ma tête a cogné contre la vitre, contre le tableau de bord, contre quelque chose de dur qui m'a ouvert le front. Tout tournait, culbutait, un chaos de sons, de douleur et de terreur absolue. Quand la voiture a enfin cessé de bouger, nous étions à l'envers dans un fossé. Le moteur tournait toujours, les phares éclairant rien d'autre que de la boue et des branches cassées. J'étais suspendu à ma ceinture de sécurité, du sang coulant de mon visage sur le plafond en dessous de moi. Et pendant quelques secondes, je n'ai rien entendu d'autre qu'un sifflement aigu dans mes oreilles. La première chose dont j'ai pris conscience après que le sifflement se soit estompé, c'était Megan pleurant. Plus de cris, juste ses sanglots brisés, haletants, comme si elle ne pouvait pas reprendre son souffle. J'ai appelé Cory, mais il n'a pas répondu. Son corps était affalé vers l'avant, retenu par sa ceinture de sécurité, et ses bras pendaient, mous, vers le toit écrasé en dessous de nous. Je pouvais voir du sang sur son visage, beaucoup, mais je ne pouvais pas dire d'où il venait. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine trouver la boucle de ma ceinture. J'ai continué à appuyer sur le bouton encore et encore, mais elle était bloquée ou tordue ou quelque chose comme ça. La pluie continuait à tomber dehors, entrant par les vitres brisées, se mélangeant au sang sur mon visage. J'ai enfin réussi à détacher ma ceinture et suis tombé lourdement sur le plafond, atterrissant sur du verre brisé et des morceaux de plastique du tableau de bord. La douleur dans mon épaule m'a frappé alors. Cette sensation de brûlure aiguë qui m'a donné envie de vomir.
Je pense que je me suis luxé l'épaule dans l'accident, mais je ne le savais pas encore. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose n'allait pas avec mon bras gauche. Je me suis traîné vers Cory en premier parce qu'il était le plus proche. Tout l'avant de la voiture était enfoncé. Le volant pressé contre sa poitrine d'une manière qui a fait se serrer mon cœur. J'ai saisi son visage, lui ai donné quelques gifles, et continué à dire son nom comme si cela pouvait le réveiller. Ses yeux étaient fermés et il y avait une profonde entaille allant de sa racine des cheveux jusqu'à son sourcil. Le sang jaillissait à un rythme régulier qui m'a effrayé plus que tout. Mais il respirait. Je pouvais voir sa poitrine se soulever et s'abaisser en de petits mouvements superficiels. Derrière moi, j'ai entendu Dante gémir et Leia appeler à l'aide, sa voix aiguë et paniquée. Megan avait cessé de pleurer et était devenue silencieuse, ce qui était presque pire. Je ne savais pas quoi faire, ne savais pas qui aider en premier. Nous étions au milieu de nulle part, à l'envers dans un fossé, et aucun de nous ne savait si les secours arrivaient ou si nous allions simplement nous vider de notre sang dans le noir. Dante a réussi à donner un coup de pied dans la vitre arrière. J'ai entendu le verre céder, puis je l'ai vu ramper dans la boue, se traînant sur les coudes parce que quelque chose n'allait pas avec ses jambes. Il jurait tout le temps, un flot continu de mots que je pouvais à peine distinguer à travers la pluie. Je me suis retourné pour vérifier Megan et c'est alors que j'ai vu son bras. Il était plié à un angle que les bras ne font pas, l'os poussant contre la peau comme s'il allait percer. Elle était consciente, mais ses yeux avaient ce regard vitreux et lointain, comme si son cerveau s'était éteint pour la protéger de la douleur. Leia était la moins blessée, d'une manière ou d'une autre. Juste des coupures et des ecchymoses, d'après ce que je pouvais voir. Elle est sortie après Dante et a immédiatement commencé à crier à l'aide dans l'obscurité. Sa voix était engloutie par la tempête. Je suis resté avec Cory et Megan, essayant de les garder éveillés, leur parlant de tout ce à quoi je pouvais penser. J'ai parlé à Cory du moment où nous avions séché les cours en première année pour aller pêcher. J'ai dit à Megan comment Cory parlait de lui demander en mariage après qu'ils aient tous les deux trouvé un emploi. Des choses stupides, désespérées, n'importe quoi pour les garder avec moi. Mon téléphone était détruit. L'écran fissuré en une toile d'araignée de verre brisée. Le téléphone de Dante avait volé de sa main pendant l'accident, et nous ne l'avons jamais retrouvé. Mais Leia avait encore le sien, d'une manière ou d'une autre, glissé dans la poche de sa veste. Elle a appelé le 911 et a essayé d'expliquer où nous étions, mais aucun de nous ne le savait. Nous avions été sur une route d'État se dirigeant vers le sud en direction d'Austin, mais nous ne nous souvenions plus de laquelle, ni de la distance que nous avions parcourue. La dispatcherie continuait à demander des repères, des bornes kilométriques, n'importe quoi qui pourrait les aider à nous trouver. Tout ce que Leia pouvait dire, c'était que nous étions dans un fossé, qu'il faisait noir, que ses amis étaient en train de mourir. Ce dernier mot m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Mourir. Je ne m'étais pas autorisé à y penser jusqu'à ce qu'elle le dise à voix haute. La dispatcherie nous a dit de rester en ligne, qu'ils essaieraient de localiser l'appel, nous a dit de garder tout le monde aussi immobile que possible. La pluie continuait à tomber et les minutes s'étiraient en quelque chose qui semblait durer des heures. J'ai tenu la main de Cory et j'ai regardé sa poitrine se soulever et s'abaisser, comptant chaque respiration comme si c'était la dernière. L'ambulance a mis 47 minutes à nous trouver. Je le sais parce que le téléphone de Leia a montré la durée de l'appel quand ils sont enfin arrivés. 47 minutes à rester assis sous la pluie dans le noir, regardant mon meilleur ami glisser dans et hors de la conscience. À un moment donné, Megan a commencé à frissonner de manière incontrôlable, son corps entier tremblant malgré le fait qu'il ne faisait même pas si froid. Le choc, je le sais maintenant. Son corps s'éteignait. Dante s'était traîné jusqu'à un arbre et s'était adossé contre lui, son visage pâle et ses lèvres prenant une teinte bleutée qui m'a terrifié. Quand j'ai enfin vu les lumières clignotantes sur la route, j'ai commencé à pleurer. Pas des larmes silencieuses, mais des sanglots laids et haletants qui venaient de quelque part au fond de ma poitrine. Les paramédicaux ont dû descendre en rappel dans le fossé parce qu'il était trop raide pour un brancard. Ils ont mis un collier cervical à Cory et l'ont attaché à une planche, et il a fallu 4 d'entre eux pour le porter jusqu'à la route. J'ai refusé de partir avant que tout le monde ne soit sorti. Je suis resté là dans la boue avec mon épaule démise et ma tête qui saignait, regardant les secours sortir mes amis de ce trou un par un. L'hôpital est un flou de lumière fluorescente et d'odeurs antiseptiques, et de gens me posant des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Ils ont remis mon épaule en place sans prévenir. Et j'ai hurlé si fort qu'une infirmière est venue en courant du bout du couloir. 13 points de suture sur le front, une commotion cérébrale, 2 côtes fissurées dont je ne savais même pas que j'avais.
Mais j'étais le chanceux. Dante s'était brisé les 2 rotules et avait besoin d'une opération cette même nuit. Le bras de Megan était cassé en 3 endroits, et elle avait une hémorragie interne nécessitant une opération d'urgence. Leia avait une clavicule fracturée et un coup du lapin si grave qu'elle ne pouvait pas tourner la tête pendant des semaines. Et Cory, celui qui avait juré pouvoir conduire à travers n'importe quoi, était dans un coma induit médicalement pendant 4 jours. Traumatisme crânien, ont-ils dit, gonflement dans le crâne. Ils ont dû percer un trou pour soulager la pression. Ses parents ont pris l'avion depuis le Michigan et sa mère m'a saisi par les épaules dans la salle d'attente, me demandant ce qui s'était passé, me demandant pourquoi nous ne nous étions pas arrêtés, me posant des questions que je me pose chaque jour depuis. Cory s'est réveillé le 5e jour. Il ne se souvenait pas de l'accident, ne se souvenait pas du virage, ni de la pluie, ni du garde-fou. La dernière chose dont il se souvenait était de passer la frontière du Texas et de Dante lui tendant la bouteille de whisky. Le médecin a dit que c'était normal, que le cerveau se protège en effaçant les traumatismes. J'aurais aimé que mon cerveau fasse de même. Au lieu de cela, je me souviens de tout. Le son des cris de Megan, la sensation de la voiture quittant le sol, l'odeur du sang et de l'essence se mélangeant à la pluie. Cory a passé 3 semaines à l'hôpital, et 2 autres mois en kinésithérapie, réapprenant à marcher en ligne droite. Dante marche toujours avec une boiterie et le fera probablement toujours. Megan n'a jamais récupéré toute l'amplitude de mouvement de son bras. Elle et Cory ont rompu environ 6 mois après l'accident. Non pas à cause d'une dispute, mais parce que chaque fois qu'elle le regardait, elle revoyait cette nuit-là. C'est ce qu'elle a dit à Leia. De toute façon, certaines choses se brisent de manière qui ne peuvent pas être réparées. Cela fait presque 2 ans maintenant et je ne peux toujours pas conduire la nuit. Dès que le soleil se couche et que je suis au volant, ma poitrine se serre et ma vision commence à se rétrécir, et je dois m'arrêter avant de faire une crise de panique complète. Je prends des médicaments pour cela, je vois un thérapeute toutes les 2 semaines, je fais toutes les choses que l'on est censé faire. Mais certaines nuits, je me réveille encore exactement à 1h47 du matin, l'heure à laquelle l'accident s'est produit selon le rapport de police. Et je suis de retour dans ce fossé, suspendu à l'envers. Du sang dans mes yeux. Cory ne répondant pas quand j'appelle son nom. Nous 5 ne nous parlons plus vraiment. Non pas parce que quelqu'un est en colère, mais parce qu'être ensemble signifie se souvenir. Cela signifie regarder la boiterie de Dante ou le bras raide de Megan ou la cicatrice sur mon front et revivre la pire nuit de nos vies. Nous avons économisé $100 en ne nous arrêtant pas dans ce motel. Nous avons économisé $100 et cela nous a coûté tout le reste. Je raconte cette histoire maintenant parce que j'ai besoin que quelqu'un comprenne que cela peut vous arriver. Une mauvaise décision, un moment où vous pensez être invincible, et soudain vous êtes à l'envers dans le noir, vous demandant si vous allez mourir. Arrêtez-vous, prenez le motel. Cela n'en vaut pas la peine. Rien n'en vaut la peine. Patty et moi étions mariés depuis 41 ans lorsque nous avons finalement décidé de faire ce voyage à travers le pays que nous repoussions depuis que notre plus jeune enfant avait obtenu son diplôme en 2008. J'avais pris ma retraite du service postal 2 ans plus tôt, et elle venait de terminer son dernier semestre d'enseignement en 4e année à l'école primaire Ridgemont. Notre petite fille Ellie fêtait ses 5 ans en Arizona. Et notre fils Craig insistait pour que nous fassions le trajet en voiture au lieu de prendre l'avion. Il voulait que nous vivions la route ouverte, que nous voyions les paysages dont nous avions seulement parlé pendant des décennies. Alors, nous avons acheté un camping-car d'occasion, un Winnebago aventuré de 2014 qui avait encore de bons os malgré l'extérieur délavé. Nous avons passé 3 semaines à le préparer pour la route, vérifiant chaque joint, chaque tuyau, chaque courroie. Patty a choisi de nouveaux rideaux, bleu pâle avec de petites fleurs blanches, et j'ai installé un meilleur système radio pour que nous puissions écouter ses livres audio pendant les longs trajets. Nous avons soigneusement tracé notre itinéraire, prévoyant des arrêts dans des parcs nationaux et des petits restaurants qui avaient de bonnes critiques en ligne. Nous avons quitté Cedar Falls, dans l'Iowa, un samedi matin à la fin septembre, le genre de journée où l'air sent la fumée de bois et les feuilles mortes. Patty avait préparé des sandwichs aux œufs enveloppés dans du papier aluminium pour le petit déjeuner, et j'avais rempli 2 thermos de café noir. Nos voisins, Harold et Deb Winslow, nous ont fait signe depuis leur porche alors que nous sortions de l'allée, le camping-car gémissant légèrement sous le poids de tout ce que nous avions emballé. Derrière nous, nous remorquions notre vieux Subaru Outback, pensant que nous aurions besoin d'un véhicule plus petit une fois arrivés chez Craig pour les excursions et les courses. Les 2 premiers jours se sont déroulés exactement comme prévu.
Nous nous sommes arrêtés dans un camping près d'Omaha la première nuit, avons grillé des hamburgers sur notre petit réchaud portable, et avons regardé le coucher de soleil peindre le ciel en orange et rose. Patty s'est endormie en lisant son roman policier tandis que je suis resté éveillé à écouter les grillons et à me sentir réellement heureux pour la première fois depuis des mois. Je me souviens avoir pensé que c'était exactement ce que la retraite était censée ressentir. Je n'avais aucune idée qu'en l'espace de 72 heures, tout allait se briser en quelque chose que je ne peux toujours pas expliquer pleinement. Au 3e jour, nous avions traversé le Colorado et nous avancions à travers certaines des portions les plus isolées d'autoroute que j'ai jamais vues. Le paysage est passé de terres agricoles plates à des collines accidentées parsemées de broussailles et de formations rocheuses rouges. Le service cellulaire est devenu intermittent vers midi, et à 14 heures, nous n'avions plus de signal du tout. Patty continuait à vérifier son téléphone, voulant envoyer des photos à Craig, mais elle a finalement abandonné et a commencé à prendre des photos pour les envoyer plus tard. Nous nous sommes arrêtés pour faire le plein dans une petite station à l'extérieur d'une ville appelée Elwood Springs, population peut-être 300, selon le panneau délavé. La station était l'un de ces vieux endroits avec seulement 2 pompes et un petit magasin de commodités attitré. Un homme est sorti pour nous aider, ce qui m'a surpris car je n'avais pas vu de service complet depuis des années. Il était grand et maigre, peut-être dans la cinquantaine, avec des rides profondes creusées dans son visage par l'exposition au soleil et une vieille veste en jean malgré la chaleur. Son badge indiquait Roi, et il nous a souri d'une manière qui semblait assez amicale, bien que ses yeux se soient attardés sur notre camping-car et le Subaru derrière un peu trop longtemps. Roi nous a demandé où nous allions et je lui ai dit en Arizona pour voir de la famille. Il a hoché la tête lentement, essuyant ses mains sur un chiffon qui semblait n'avoir jamais été propre. Il a mentionné que la route que nous prenions, la Highway 84 à travers le col du Canyon, avait eu quelques problèmes récemment. Quand je lui ai demandé quel genre de problème, il a simplement haussé les épaules et dit que les gens signalaient des problèmes de voiture là-bas, des pannes dans des endroits où les dépanneuses mettaient des heures à arriver. Il a suggéré que nous prenions la route plus longue par Millbrook à la place, ajoutant peut-être 2 heures à notre trajet, mais nous gardant sur des routes plus fréquentées. Patty et moi avons échangé un regard. Nous avions planifié cette route spécifiquement pour les vues pittoresques à travers le canyon, et 2 heures supplémentaires signifieraient arriver chez Craig bien après la tombée de la nuit. J'ai remercié Roy pour le conseil, mais je lui ai dit que nous allions rester sur notre plan initial. Il n'a pas discuté, m'a simplement tendu mon reçu et dit de faire attention là-bas. Alors que nous nous éloignions, je l'ai vu dans mon rétroviseur, toujours debout près des pompes, nous regardant jusqu'à ce que nous disparussions derrière le virage. Patty a mentionné qu'il semblait gentil, juste un peu étrange. J'ai acquiescé, bien que quelque chose dans cette rencontre me laisse un sentiment de malaise dans la poitrine, une sensation que j'ai repoussée parce que je ne voulais pas gâcher l'ambiance de notre voyage. La Highway 84 serpentait à travers le canyon comme un ruban gris drapé sur des os anciens. Les parois rocheuses s'élevaient de chaque côté de nous, striées de couches d'orange, de brun et de violet profond là où les ombres s'accrochaient. Patty avait sa vitre baissée, prenant des photos toutes les quelques minutes, s'émerveillant devant des formations qui ressemblaient à des châteaux ou à des géants endormis selon la façon dont la lumière les frappait. La route était étroite, à peine assez large pour que 2 véhicules se croisent, et j'ai senti mes mains se crisper sur le volant plus que d'habitude alors que nous négocions les virages. Nous n'avions pas vu une autre voiture depuis plus d'1 heure. Le camping-car se comportait assez bien, mais remorquer le Subaru rendait tout plus lourd, plus lent. Vers 16 heures, j'ai remarqué un pick-up blanc apparaître dans mon rétroviseur. Il est resté loin au début, juste un point contre les parois du canyon, mais au cours des 20 minutes suivantes, il a progressivement réduit la distance jusqu'à se trouver à environ 50 mètres derrière nous. Je ne pouvais pas voir clairement le conducteur à travers l'éblouissement sur leur pare-brise, juste une silhouette sombre derrière le volant. Patty a remarqué que je vérifiais le rétroviseur et s'est retournée pour regarder. Elle a dit que c'était probablement juste quelqu'un d'autre traversant le canyon, rien à craindre. J'ai hoché la tête, mais j'ai continué à observer. Le pick-up est resté derrière nous pendant encore 30 minutes, ne nous dépassant jamais même lorsque la route s'élargissait assez pour le permettre. Quand j'ai ralenti, il a ralenti. Quand j'ai légèrement accéléré, il a ajusté sa vitesse exactement à la mienne. Patty a cessé de prendre des photos et a commencé à observer le pick-up, elle aussi. Sa gaieté précédente s'est estompée en quelque chose de plus méfiant. J'ai suggéré que nous nous arrêtions au prochain belvédère et les laissions passer juste pour me rassurer. Elle a acquiescé silencieusement. Environ 10 minutes plus tard, nous avons atteint un petit espace de gravier avec un panneau en bois le désignant comme le belvédère de Canyon Ridge. J'ai ralenti le camping-car et me suis arrêté,
m'attendant à ce que le pick-up blanc nous dépasse et disparaisse derrière le prochain virage. Au lieu de cela, il a ralenti en s'approchant, presque jusqu'à s'arrêter, et j'ai eu ma première vue claire du conducteur. C'était un homme plus jeune, peut-être la trentaine, avec un crâne rasé et une barbe épaisse qui couvrait la plupart de son visage. Il portait des lunettes de soleil, même si le soleil était déjà en train de se coucher derrière les parois du canyon. Il nous a fixés directement en passant, sa tête tournant pour suivre notre position, et j'ai vu ses lèvres bouger comme s'il disait quelque chose ou peut-être comptait. Puis il a accéléré et a disparu derrière la courbe devant nous. Patty a saisi mon bras et m'a demandé si j'avais vu ça. Si j'avais vu la façon dont il nous avait regardés. Je lui ai dit, oui, je l'ai vu. Nous sommes restés assis là en silence pendant un long moment, le moteur tournant au ralenti, le vent sifflant à travers le canyon comme un gémissement bas. J'avais envie de faire demi-tour. J'ai dit à Patty que nous devrions retourner à Elwood Springs, trouver un endroit pour passer la nuit, et prendre la route alternative le lendemain matin. Mais elle a fait remarquer que nous avions déjà roulé plus d'1 heure dans le canyon, et revenir en arrière signifierait perdre la plupart de la lumière du jour qu'il nous restait. La carte montrait une petite ville appelée Hadley à environ 45 minutes devant nous, et elle a suggéré que nous poussions jusqu'à Hadley et nous arrêtions là-bas à la place. Cela avait du sens logiquement, et je me suis dit que l'homme dans le pick-up était probablement juste un local curieux des plaques d'immatriculation hors de l'État. Les gens dans les zones isolées remarquent les étrangers. Cela ne devait pas forcément signifier quelque chose de sinistre. Alors, j'ai remis le camping-car en marche et suis retourné sur l'autoroute, vérifiant mes rétroviseurs constamment, scrutant la route devant moi pour tout signe de ce pick-up blanc. Pendant les 20 minutes suivantes, le trajet s'est déroulé sans incident. Les parois du canyon ont commencé à se rétrécir alors que nous grimpions plus haut, et des parcelles de forêt de pins ont commencé à apparaître sur les pentes. Patty s'est détendue un peu, commentant à quel point les arbres avaient l'air jolis dans la lumière dorée de l'après-midi. J'ai laissé mon souffle revenir. Peut-être avions-nous surréagi. Peut-être que le gars était juste bizarre. Rien de plus. Puis nous avons tourné un virage serré et j'ai dû freiner si fort que Patty a été projetée vers l'avant contre sa ceinture de sécurité et notre thermos de café a volé du tableau de bord sur le plancher. Le pick-up blanc était garé en travers de la route, bloquant les deux voies complètement. Le conducteur se tenait devant, les bras croisés sur sa poitrine, nous regardant approcher. Il avait enlevé ses lunettes de soleil, et même à 15 mètres de distance, je pouvais voir que ses yeux étaient pâles, presque sans couleur, comme de la glace sale. Derrière lui, 2 autres hommes sont sortis de la végétation sur le côté droit de la route. L'un était petit et trapu, portant une veste de camouflage et tenant quelque chose dans sa main droite que je n'ai pas pu identifier tout de suite. L'autre était plus grand, plus mince, avec de longs cheveux gras attachés en queue de cheval et une cigarette pendant à sa lèvre. Ils ont marché lentement vers le pick-up, encadrant l'homme chauve, et tous les trois nous ont fixés avec des expressions qui ne montraient aucune amitié, aucune curiosité, seulement une sorte d'anticipation plate. Patty a chuchoté mon nom, sa voix tendue et fine. J'ai mis le camping-car en marche arrière, mon pied appuyant déjà sur l'accélérateur. Mais avant que je ne puisse bouger de plus de quelques mètres, j'ai entendu le son d'un autre moteur derrière nous. J'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai vu une vieille berline brune rouillée s'arrêter pour bloquer notre retraite, à environ 20 mètres derrière nous. Un 4e homme en est sorti, plus âgé que les autres, avec une barbe grisonnante et un fusil de chasse reposant négligemment contre son épaule. Nous étions complètement encerclés, piégés sur une portion de route de canyon avec des parois rocheuses d'un côté, une forêt épaisse de l'autre, et des hommes qui manifestement nous attendaient depuis un moment. Patty m'a supplié de faire quelque chose, n'importe quoi. Mais mon esprit est devenu vide, terrifié d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. 41 années de mariage, 2 enfants élevés, une vie entière construite sur la routine et la prévisibilité, et rien de tout cela ne m'avait préparé à ce moment. L'homme chauve a commencé à marcher vers nous, ses bottes crissant sur le gravier, et il m'a fait signe de baisser ma vitre. Je n'ai pas bougé. Il s'est arrêté à environ 3 mètres de ma portière et a incliné la tête comme s'il étudiait un animal en cage. Puis il a parlé, sa voix calme et presque amicale, me disant que nous pouvions faire cela à la manière facile ou à la manière difficile, et que la manière facile signifiait sortir du véhicule avec les mains visibles et coopérer. Il a dit qu'il ne nous ferait pas de mal si nous nous comportions bien, qu'il voulait juste le camping-car et tout l'argent que nous avions, et puis il nous laisserait marcher jusqu'à Hadley à pied. J'avais envie de le croire. Une partie de moi était désespérée de croire que ce n'était qu'un vol, que nous perdrions nos affaires, mais garderions nos vies. Mais j'ai regardé les autres hommes, leurs visages,
la façon dont le trapu continuait à tapoter ce qu'il avait dans la main contre sa cuisse. Et j'ai su au fond de moi qu'il n'avait aucune intention de nous laisser marcher ou que ce soit. Patty le savait aussi. Elle a tendu la main et m'a serré la main si fort que j'ai senti ses bagues s'enfoncer dans ma peau. J'ai pris une décision à ce moment-là qui me hante encore. J'ai dit à Patty de se tenir, puis j'ai enfoncé la pédale d'accélérateur en marche arrière, visant droit vers la berline brune derrière nous. L'homme plus âgé a plongé sur le côté, lâchant son fusil, et j'ai entendu le craquement sinistre du métal alors que le Subaru que nous remorquions s'est écrasé dans l'avant de la berline. L'impact nous a secoués violemment, et j'ai entendu du verre se briser quelque part derrière moi, mais la berline a tourné sur le côté juste assez pour créer un espace sur le côté gauche de la route. J'ai mis le camping-car en drive et j'ai tourné le volant, les pneus hurlant contre l'asphalte alors que j'essayais de me faufiler. L'homme chauve s'est jeté sur ma vitre, son poing frappant le verre et laissant une fissure en toile d'araignée à travers ma ligne de mire. Le trapu a couru à côté de nous, et j'ai enfin vu ce qu'il portait, un pied de biche, qu'il a balancé contre le panneau latéral du camping-car avec un son comme un coup de tonnerre. Mais nous avancions, gagnant de la vitesse, et j'ai gardé mon pied enfoncé sur l'accélérateur même alors que le camping-car tremblait et vibrait sous les dégâts. Dans mon rétroviseur, j'ai vu les hommes se précipiter vers leur véhicule, et j'ai su que nous n'avions gagné que quelques minutes au plus. Patty pleurait, me demandant si j'allais bien, me demandant ce que nous allions faire, et je n'avais pas de réponse pour elle. Tout ce que je pouvais faire, c'était conduire. Le camping-car avait du mal. Quels que soient les dégâts causés par la collision, je pouvais les sentir dans la façon dont la direction tirait fortement vers la droite, et le moteur faisait un bruit de grincement qui n'était pas là avant. Le Subaru derrière nous traînait mal, un de ses pneus avant crevé et raclant contre le bitume dans une gerbe d'étincelles. Je savais que nous ne pouvions pas continuer comme ça longtemps. Patty a vérifié son téléphone à nouveau, priant pour un signal, mais il n'y avait rien. La route montait plus haut, serpentant à travers une forêt de pins denses maintenant, les parois du canyon loin derrière nous. J'ai vérifié mes rétroviseurs toutes les quelques secondes, m'attendant à voir des phares, mais la route derrière nous est restée sombre. Peut-être avions-nous endommagé leur véhicule assez pour les ralentir. Peut-être avait-il abandonné. Je ne croyais à aucune de ces possibilités, mais je me suis permis d'espérer. Environ 15 minutes plus tard, le camping-car a commencé à trembler violemment, et une odeur de brûlé a rempli l'habitacle. Patty a pointé la jauge de température, qui était montée jusqu'à la zone rouge. Le radiateur devait avoir été endommagé dans la collision. Je n'avais pas le choix, je devais m'arrêter avant que le moteur ne se bloque complètement. J'ai trouvé une route de terre qui bifurquait de l'autoroute, partiellement cachée par des broussailles envahissantes. Et je me suis engagé dessus, roulant environ 400 mètres jusqu'à ce que nous soyons hors de vue de la route principale. Puis j'ai coupé le moteur et nous sommes restés là dans le silence soudain, écoutant le tic-tac du métal chaud et le son lointain du vent traversant les arbres. J'ai dit à Patty que nous devions abandonner le camping-car à pied dans le noir. Nous aurions peut-être une chance de nous cacher jusqu'au matin, puis nous pourrions trouver notre chemin jusqu'à Hadley ou faire signe à une voiture passante. Elle n'a pas discuté. Nous avons attrapé ce que nous pouvions porter rapidement. Des bouteilles d'eau, une lampe torche, son téléphone, même s'il était inutile, mon portefeuille avec notre argent et nos cartes. J'ai pensé au Subaru, mais un coup d'œil à son avant écrasé m'a dit qu'il n'irait nulle part. Alors que nous sortions du camping-car, la forêt autour de nous semblait immense et vivante. Chaque bruissement de feuilles faisait battre mon cœur. Nous avons commencé à marcher plus profondément dans les bois, loin de la route de terre, essayant de nous déplacer silencieusement à travers les sous-bois. Patty me tenait la main si fort que je pouvais sentir son pouls battre contre ma paume. Nous avons marché pendant peut-être 20 minutes, trébuchant sur des racines et des rochers dans la lumière déclinante jusqu'à ce que nous trouvions un petit ravin avec un surplomb rocheux qui offrait un certain abri. Nous nous sommes glissés en dessous et nous sommes pressés contre la pierre froide, à peine en train de respirer, attendant. L'obscurité est venue vite, avalant la forêt dans des nuances de noir et de gris. Puis, de quelque part en direction de l'autoroute, j'ai entendu le son de moteur. Plus d'un. Il nous avait trouvés, ou du moins avait trouvé l'endroit où nous avions quitté la route. Patty a enfoui son visage contre mon épaule pour étouffer tout son, et je l'ai enlacé, sentant son corps tout entier trembler. Des phares ont vacillé à travers les arbres au loin, balayant d'avant en arrière comme des projecteurs, et j'ai entendu des voix d'hommes s'appelant les uns les autres, bien que je ne puisse pas distinguer les mots. Nous sommes restés sous ce surplomb pendant des heures. Je ne sais pas exactement combien de temps, car le temps a cessé d'avoir un sens dans l'obscurité. À un moment donné,
Les voix se sont estompées et les phares ont disparu, mais aucun de nous n'a osé bouger. Patty est tombée dans une sorte de demi-sommeil agité contre ma poitrine, gémissant doucement toutes les quelques minutes, et je suis resté éveillé, surveillant les ombres pour tout signe de mouvement. Mes jambes se sont engourdies. Mon dos me faisait mal à force de me presser contre la pierre. Les moustiques nous ont trouvés et ont piqué chaque centimètre de peau exposée, mais je ne les ai pas chassés parce que même ce petit mouvement semblait trop risqué. Vers ce que j'estimais être 3 ou 4 heures du matin, j'ai vu une lueur orange s'élever au-dessus de la cime des arbres dans la direction où nous avions laissé le camping-car. Elle vacillait et devenait plus brillante, et bientôt j'ai pu sentir la fumée se répandre dans la forêt. Ils le brûlaient, détruisant toute preuve de ce qu'ils avaient essayé de faire, ou peut-être simplement assouvissant leur colère sur nos affaires puisqu'ils ne pouvaient pas nous trouver. J'ai serré Patty plus fort et j'ai regardé la lueur pulser contre le ciel jusqu'à ce qu'elle commence enfin à s'estomper avec les premières lueurs grises de l'aube. Quand le soleil s'est levé assez pour voir clairement, nous nous sommes extraits de notre cachette, raides et épuisés, couverts de terre et de piqûres d'insectes. Nous avons commencé à marcher vers l'est en direction de ce que je pensais être l'autoroute, avançant lentement et nous arrêtant toutes les quelques minutes pour écouter tout son de poursuite. Il nous a fallu presque 4 heures pour atteindre une route goudronnée et une autre heure de marche le long de son accotement avant qu'un camionneur ne nous repère et ne s'arrête. Il s'appelait Glenn Barker et transportait du bois vers Phoenix. Il nous a jeté un regard, sale et éraflé, clairement terrifié, et nous a dit de monter sans poser de questions. Il nous a conduits directement au poste de shérif de Hadley. Et de là, tout est devenu un flou de déclarations, d'entretiens et d'appels téléphoniques à Craig, qui a conduit toute la nuit pour être avec nous. La police a retrouvé notre camping-car 2 jours plus tard, réduit en cendres jusqu'au châssis à l'endroit où nous l'avions abandonné. Le Subaru a été découvert à environ 10 km de là, dépouillé de ses plaques et de tout ce qui avait de la valeur, laissé sur le côté d'une route forestière. Ils ont arrêté un homme nommé Wesley Grubb 3 semaines plus tard, le chauve aux yeux pâles, après qu'il ait tenté de reproduire le même schéma sur un autre couple de passage. Il avait un casier judiciaire remontant à 20 ans, vol à main armée, agression, vol de véhicule, et il était lié à au moins 2 autres disparitions dans cette région où les victimes n'ont jamais été retrouvées. Les autres hommes se sont dispersés et n'ont jamais été identifiés. Du moins, pas que la police nous ait jamais dit. Wesley n'a jamais avoué quoi que ce soit, n'a jamais expliqué ce qu'ils avaient prévu de faire avec nous si nous avions coopéré ce jour-là sur la route du canyon. J'y pense parfois tard le soir, quand Patty dort à côté de moi et que la maison est silencieuse. Je pense à ce qui serait arrivé si je n'avais pas enfoncé cette pédale d'accélérateur en marche arrière. Si j'avais cru à son mensonge sur le fait de nous laisser marcher jusqu'à Hadley. Nous serions 2 noms de plus sur une liste de personnes disparues sur une portion isolée d'autoroute, et notre fils aurait passé le reste de sa vie à se demander ce qui était arrivé à ses parents. Nous n'avons jamais fait un autre voyage en camping-car après cela. Le Winnebago était parti et aucun de nous n'avait envie de le remplacer. Certaines routes ne sont pas faites pour être parcourues, et certains souvenirs ne peuvent pas être laissés derrière, peu importe la distance que vous parcourez. Vers 2 heures du matin, mon pote Grant et moi étions à environ 6 heures d'un trajet de 12 heures prévu de Denver à Kansas City. Nous étions partis après la fin de son quart de travail à l'entrepôt, pensant que nous pourrions partager la conduite et arriver avant midi le lendemain. Aucun de nous n'avait beaucoup dormi la nuit précédente. Lui à cause du travail, moi parce que mon esprit tournait à vide à l'idée de voir mon père à l'hôpital. Grant était au volant quand il a commencé à dériver légèrement vers l'accotement. Je lui ai dit de s'arrêter avant de nous tuer tous les deux. Nous avions passé la dernière vraie aire de repos peut-être 60 km en arrière, mais il y avait ce petit détour qui arrivait sur le côté droit de l'autoroute. Pas de panneaux, pas de lumière, juste une parcelle de gravier découpée dans les arbres. Grant s'est garé près du bord où le gravier rencontrait l'herbe. Le plan était simple, dormir 2 ou 3 heures, puis continuer. Nous sommes tous les deux sortis pour nous dégourdir les jambes. L'air était froid pour septembre. Ce genre de froid qui s'insinue dans votre veste et se colle contre votre peau. Grant s'est dirigé vers la lisière des arbres pour faire pipi tandis que je faisais les 100 pas autour de la voiture, essayant de chasser la raideur dans mes jambes après être resté assis si longtemps. Nos phares étaient toujours allumés, découpant 2 faisceaux pâles dans l'obscurité devant nous. C'est alors que j'ai remarqué le sol juste là, peut-être à 6 mètres devant notre voiture. Le gravier était retourné. Des traces de pneus fraîches, profondes, comme si quelqu'un avait démarré en trombe. La terre à côté était aussi perturbée, poussée en monticules inégaux. Je me souviens avoir pensé que cela avait l'air anormal,
comme si quelqu'un avait creusé ou traîné quelque chose de lourd. J'ai appelé Grant, lui ai dit de venir voir ça. Il a remonté sa braguette et s'est approché, et nous sommes restés là à fixer le sol, essayant de comprendre. Grant a sorti son téléphone et a allumé la lampe torche. Le faisceau était faible, mais suffisant pour voir plus que nous ne l'aurions voulu. Les traces de pneus étaient fraîches. Je veux dire, vraiment fraîches. Les bords des sillons étaient encore nets, pas usés par le vent ou la pluie. Celui qui les avait faites était passé par ici dans la dernière heure, peut-être moins. Nous avons suivi les traces avec la lumière et elles ont tourné brusquement vers la lisière des arbres avant de disparaître dans l'herbe. C'est alors que j'ai capté l'odeur. Elle était faible au début, un peu sucrée et chimique, comme de l'essence mélangée à autre chose que je ne pouvais pas identifier. Grant l'a senti aussi, car il a cessé de bouger et s'est simplement tenu là avec son téléphone pointé vers le sol. Aucun de nous n'a dit quoi que ce soit pendant quelques secondes. Nous pensions tous les deux la même chose, mais aucun de nous ne voulait être celui qui le dirait à voix haute. J'ai pris le téléphone de sa main et j'ai marché quelques pas de plus vers l'endroit d'où venait l'odeur. À environ 3 mètres du bord du gravier, à moitié caché dans l'herbe haute, j'ai trouvé une paire de gants. C'était ceux jetables, en latex ou en nitrile, du genre que portent les médecins. L'un d'eux était retourné comme si quelqu'un l'avait arraché en hâte. Je me suis accroupi pour mieux voir, et c'est alors que j'ai vu la veste. Elle était peut-être 1,5 mètre plus loin dans l'herbe, froissée comme si quelqu'un l'avait jetée là. De couleur foncée, elle ressemblait à du dénime ou peut-être à de la toile. J'ai déplacé le faisceau de la lampe torche sur elle et mon estomac s'est retourné. Il y avait une tache sur le dos, une grosse, sombre et humide. Je n'avais jamais vu autant de sang sur quoi que ce soit dans ma vie. Même pas dans les films où ils exagèrent tout. C'était réel. Le tissu était trempé à certains endroits, et il y avait des traînées qui s'éloignaient, plus profondément dans les broussailles. Des traces de traînées. Quelqu'un avait été traîné de cet endroit dans les bois. Je me suis levé si vite que j'ai failli perdre l'équilibre. Grant était juste derrière moi, regardant par-dessus mon épaule, et je l'ai entendu murmurer quelque chose entre ses dents. Un juron, une prière, je ne sais pas. Mon esprit tournait, essayant de traiter ce que je voyais, essayant de trouver une explication innocente qui rendrait tout cela acceptable. Peut-être que c'était un animal. Peut-être que des chasseurs étaient passés par là et avaient dépecé un cerf ou quelque chose. Mais les chasseurs ne portent pas de gants en latex. Les chasseurs ne laissent pas derrière eux des vestes trempées de sang. Et ces traces de traînées étaient trop larges pour être celles d'un animal. L'herbe était aplatie sur un chemin clairement fait par quelque chose de taille humaine étant traîné à travers. J'ai éteint la lampe torche et j'ai saisi Grant par le bras. Nous devons partir, lui ai-je dit. Tout de suite. Il n'a pas discuté. Nous avons tous les deux commencé à marcher vers la voiture, essayant de ne pas courir, essayant de ne pas faire de bruit. Chaque son semblait amplifié dans cette obscurité. Nos pas sur le gravier, notre respiration, le bruissement du vent dans les arbres. Je m'attendais sans cesse à entendre autre chose. Des pas qui n'étaient pas les nôtres. Une voix, quelque chose. Nous étions peut-être à 4,5 mètres de la voiture quand Grant a cessé de marcher. Il m'a saisi l'épaule et a serré fort, ne disant rien, se contentant de pointer. J'ai suivi son doigt vers la lisière des arbres de l'autre côté de l'aire de repos, le côté que nous n'avions pas exploré. Il y avait une lumière, faible, jaunâtre, à peine visible à travers les branches. Elle ressemblait à un faisceau de lampe torche, mais elle ne bougeait pas. Elle était juste là, pointée dans notre direction. Je ne pouvais pas dire à quelle distance elle se trouvait. 15 mètres, peut-être 30. Les arbres rendaient impossible l'estimation de la distance. Nous sommes restés là, figés, fixant cette lumière, attendant de voir si elle bougerait. Elle ne l'a pas fait, mais ensuite elle s'est éteinte. Une seconde elle était là, la suivante elle avait disparu, et l'obscurité qui la remplaçait semblait plus lourde d'une certaine manière. Grant et moi nous sommes regardés. Je pouvais voir la peur sur son visage, même dans la faible lueur de nos phares. Sans un mot, nous nous sommes tous les deux mis à courir vers la voiture. Je suis arrivé du côté passager et j'ai tiré la portière ouverte tandis que Grant bricolait avec ses clés. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine attacher ma ceinture. Grant a laissé tomber les clés une fois, les a ramassées, les a laissées tomber à nouveau. J'avais envie de lui crier de se dépêcher, mais je ne pouvais pas trouver ma voix. Finalement, il a mis la clé dans le contact, et le moteur a démarré.
Il a mis la voiture en marche arrière et nous avons reculé en trombe, le gravier giclant partout, les pneus patinant une seconde avant de prendre. Je me suis retourné sur mon siège pour regarder par la vitre arrière. Et c'est alors que j'ai vu la silhouette. Une personne debout là, à la lisière des arbres où se trouvait cette lumière. Je ne pouvais pas distinguer de traits, juste une forme, sombre sur plus sombre, nous regardant partir. Grant a dû la voir aussi dans le rétroviseur, car il a dit quelque chose que je ne répéterai pas et a enfoncé la pédale d'accélérateur. Nous avons heurté l'autoroute à une vitesse bien trop élevée, l'arrière de la voiture dérapant avant qu'il ne la maîtrise. Aucun de nous n'a regardé en arrière à nouveau. Nous avons roulé en silence pendant les 10 premières minutes. Je continuais à vérifier le rétroviseur, m'attendant à voir des phares derrière nous, m'attendant à ce que quelqu'un nous suive. La route était vide, juste nous, la ligne jaune pointillée et le mur noir d'arbres de chaque côté. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Les jointures de Grant étaient blanches sur le volant, sa mâchoire serrée. J'avais envie de dire quelque chose, n'importe quoi, pour briser la tension, mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, rien ne sortait. Que dire après une chose comme celle-là? Nous venions de trouver des preuves de ce qui semblait être un meurtre ou une agression ou quelque chose d'horrible. Et il y avait quelqu'un dans ces bois qui nous avait vu les découvrir. Quelqu'un qui nous avait regardé trouver ce qu'ils avaient fait. Je continuais à penser à cette lumière qui s'était éteinte. Celui qui la tenait avait fait un choix à ce moment-là. Il aurait pu rester caché, attendre que nous partions, mais il voulait que nous sachions qu'il était là. Il voulait que nous le voyions nous observer. Environ 50 km plus loin sur l'autoroute, nous avons trouvé une station-service qui était encore ouverte. Un de ces endroits ouverts 24 heures sur 24 avec des lumières fluorescentes bourdonnantes au-dessus et un gars qui avait l'air ennuyé derrière le comptoir. Nous nous sommes garés et sommes restés assis là pendant 1 minute. Moteur en marche, aucun de nous ne voulant sortir. Grant s'est finalement tourné vers moi et m'a demandé ce que nous devions faire. Appeler la police, ai-je dit. Évidemment, nous devons appeler la police. Mais même en le disant, j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Que allions-nous leur dire? Nous avons trouvé des gants et une veste ensanglantée dans une aire de repos non marquée quelque part sur l'autoroute. Nous ne savions même pas exactement où nous avions été. Il n'y avait pas de panneau, pas de borne kilométrique dont je me souvenais. Rien pour identifier ce détour. J'ai ouvert les cartes sur mon téléphone et j'ai essayé de faire défiler en arrière le long de l'itinéraire que nous avions pris, mais chaque section de cette autoroute se ressemblait. Arbre, route, arbre, route. Grant a suggéré que nous continuions simplement à conduire, que nous allions à Kansas City, que nous oublions cela. Je lui ai dit que nous ne pouvions pas faire cela. Si quelqu'un était blessé là-bas, si quelqu'un était en train de mourir dans ces bois pendant que nous étions assis ici à débattre, nous devions faire quelque chose. J'ai appelé le 911 depuis le parking de la station-service. La dispatcherie avait l'air fatiguée, comme si elle avait déjà traité 100 appels cette nuit-là, et le mien n'était qu'un de plus. J'ai essayé de lui expliquer ce que nous avions trouvé, les traces de pneus, l'odeur, les gants, la veste avec du sang dessus, les traces de traînée. Elle m'a demandé un emplacement et je lui ai dit que je ne savais pas exactement. Quelque part entre le kilomètre 80 et 120 sur l'autoroute allant vers l'est depuis Denver. C'était le mieux que je pouvais faire. Elle m'a demandé si nous avions touché à quoi que ce soit et j'ai dit non, ce qui était vrai. Elle m'a demandé si nous avions vu quelqu'un et j'ai hésité. Je lui ai parlé de la lumière dans les arbres, de la silhouette debout là-bas. Quand nous sommes partis, il y a eu une pause sur la ligne. Elle m'a demandé de décrire la silhouette et j'ai dit que je ne pouvais pas. Il faisait trop sombre. J'ai juste vu une forme. Elle m'a dit de rester en ligne pendant qu'elle contactait la patrouille d'État. Grant et moi sommes restés assis dans ce parking pendant presque 1 heure, attendant que quelqu'un nous rappelle. Quand ils l'ont finalement fait, c'était un policier qui a dit qu'ils envoyaient des unités pour vérifier la zone, mais que cela pourrait prendre un certain temps pour localiser l'endroit exact. Nous sommes arrivés à Kansas City vers midi le lendemain. J'ai passé 3 jours à l'hôpital avec mon père, à peine en dormant, sursautant à chaque bruit. Grant est resté chez son cousin dans la ville, et nous avons échangé des SMS, mais nous n'avons pas vraiment parlé de ce qui s'était passé. C'était comme si nous avions passé un accord tacite pour faire semblant que ce n'était qu'un mauvais rêve. Le 4e jour, j'ai reçu un appel d'un détective de la patrouille d'État. Il a dit qu'ils avaient trouvé l'aire de repos que nous avions décrite. Il a dit qu'ils avaient trouvé des preuves de ce qu'il a appelé un incident violent. Il n'a pas donné de détails au téléphone,
Il a juste demandé si je serais prêt à venir faire une déclaration officielle quand je serai de retour à Denver. J'ai dit oui. Quand je lui ai demandé s'ils avaient trouvé quelqu'un dans les bois, il est resté silencieux pendant une seconde. Puis il a dit qu'ils enquêtaient toujours et ne pouvaient pas commenter une affaire en cours. La façon dont il l'a dit, le poids dans sa voix, m'a tout dit ce que j'avais besoin de savoir. Ils avaient trouvé quelque chose dans ces arbres ou quelqu'un. Et je ne pense pas que cette personne en soit sortie vivante. J'ai fait ma déclaration une semaine plus tard. Le détective m'a montré des photos de l'aire de repos en plein jour. Et elle avait l'air si ordinaire, si inoffensive, juste une parcelle de gravier et d'herbe à côté de l'autoroute. Il a confirmé qu'ils avaient récupéré la veste et les gants, que le sang était humain, qu'ils avaient trouvé d'autres preuves plus profondément dans les bois qu'ils ne pouvaient pas discuter. Il m'a demandé à nouveau à propos de la silhouette que j'avais vue, et je lui ai dit la même chose que j'avais dit à la dispatcherie, juste une forme, trop sombre pour voir autre chose. Il a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Quand je lui ai demandé s'ils avaient des suspects, il a secoué la tête. Aucun témoin sauf nous, et nous n'avions pas vu assez pour aider. Cela fait 6 mois. Je vérifie encore parfois les nouvelles à la recherche de toute mise à jour, de toute arrestation, de quoi que ce soit. Il n'y a eu rien. Celui qui était dans ces bois cette nuit-là est toujours là-bas. Parfois, quand je conduis la nuit et que je vois un détour sombre sur le côté de la route, je sens ma poitrine se serrer et je serre le volant un peu plus fort. Je pense à cette lumière qui s'est éteinte. Je pense à cette silhouette debout là-bas, nous regardant partir, sachant que nous avions vu ce qu'ils avaient fait. Et je me demande s'ils pensent parfois à nous aussi.